Nous sommes 6 autour de cette table, 6 journalistes, et on va vous partager un peu des coulisses de notre travail. Nos combats, nos espoirs pour ce qu'il en reste, nos doutes et nos regrets. Ici, chacun vient avec son histoire, chacun a son parcours, mais on a quand même malgré tout quelque chose qui nous rassemble. D'abord, il y a Laurent Lejour, cette drôle d'institution centenaire, et puis le Liban, ce pays auquel on est resté attaché, malgré tout. Quand tout le monde autour de nous pliait bagages, on a fait le choix de rester. Parfois parce qu'on n'avait pas d'autre option, et parfois sans trop savoir pourquoi. Massa el Khair. Bienvenue dans L'Orient la nuit, le rendez-vous de ceux qui veillent. Un podcast réalisé par Anthony Samrani, Stéphanie Khouri et la rédaction de L'Orient le jour depuis Beyrouth. Je suis entré à L'Orient le jour en 2014 et j'en suis très vite tombé amoureux. Et vraiment, c'est le mot, tomber amoureux. De ce journal qui ressemble à aucun autre, qui est une famille, qui est un immense bordel aussi à l'image du pays, peut-être à l'image de la conversation qu'on aura ce soir tous les 6. À côté de moi, il y a la doyenne autour de cette table, une des journalistes les plus connues de L'Orient le jour. On passe notre temps tous les deux à se disputer, à se chamailler, on n'est d'accord sur rien et pourtant on s'apprécie beaucoup. Bonsoir Scarlett. Bonsoir Anthony. Tu es dans le journalisme depuis au moins 4 décennies. Tu es rentré à L'Orient le jour au milieu des années 90. Tu es l'une des grandes figures du journal, avec parfois un pas de côté par rapport à ce qu'a pu incarner le journal ou la ligne éditoriale du journal, et tu t'es quelque part aussi affirmé en tant que tel. Devant moi, Salah Hijazi. Hello. Bonsoir Salah. Bonsoir. Salah, toi tu es le plus jeune autour de la table. Yes. Tu as rejoint L'Orient, si je ne dis pas de bêtises, en 2021. En 2021. Aujourd'hui, tu diriges le service politique du journal. Tu es passionné par ça. Tu es d'origine syrienne. Tu es syrien, tu n'es pas d'origine syrienne. Tu as une histoire très particulière avec le Liban, avec le journal, et on a hâte d'en parler avec toi ce soir. Ah, moi aussi. Bonsoir Rita. Bonsoir. Rita, c'est la personne avec qui je parle le plus au quotidien. C'est elle qui tient véritablement les manettes du journal que vous lisez au quotidien. C'est la rédactrice en chef adjointe de L'Orient le jour. Elle a commencé au web, puis elle a été éditrice, puis elle a dirigé le service politique, et aujourd'hui elle est au four et au moulin. Et elle nous racontera pour elle aussi à quoi ça a ressemblé toutes ces années. Ça fait 19 ans que tu es à L'Orient, Rita. Tu nous expliqueras donc comment tu as vu le journal évoluer et comment tu fais pour, après 19 ans, continuer de trouver la force, continuer de trouver de l'espoir pour écrire, pour faire ton métier au quotidien. Bonsoir Caroline. Bonsoir Anthony. Caroline Hayek, toi tu es rentrée au journal en 2015. 14. En 2014, autant pour moi. Tu es rentré au service international. Tu as gagné le prix Albert Londres en 2021 pour une série de reportages à la suite de la double explosion au port de Beyrouth. Tu es aujourd'hui grande reporter. Tu vas énormément dans le sud, en Syrie, et tu nous raconteras ce que tu y vois et comment tout ça nourrit ton journalisme au quotidien. On est ravis d'être avec vous et totale liberté ce soir. On est beaucoup à L'Orient et autour de cette table aussi à être arrivés dans le journalisme un peu par hasard, sans forcément l'avoir prémédité ou l'avoir choisi à l'avance. C'est peut-être ce qui nous différencie des rédactions occidentales. Scarlett, toi tu as commencé dans le journalisme dans les années 80. Comment tu es tombée dedans ? Ah non, moi je voulais être journaliste. Tu voulais être journaliste ? Je voulais être journaliste parce que je trouvais que la vie était ennuyeuse et que je ne me voyais pas en employé de banque et avec des horaires fixes, et que je voulais être journaliste, je voulais vivre 1000 vies. Je trouvais que le journalisme est le seul métier qui te permet de vivre 1000 vies. Tu les as vécues ?
Oui, un peu, parce que chaque fois, je vis un peu cette situation et ça m'enrichit. C'est l'une d'entre elles. Une Mais, vie, parmi tes 1000 vies, laquelle t'a le plus marqué? J'ai tout essayé, je crois, en faisant le journalisme, parce que le journalisme, c'est pas seulement la politique comme on peut penser, c'est tout. C'est quoi tout essayer? Ça veut dire quoi ces 1000 vies? C'est-à-dire, j'ai été femme de chambre dans un hôtel, j'ai passé une nuit dans un commissariat, j'ai passé une nuit entière avec la Croix-Rouge en tant que secouriste. J'ai tout fait. J'ai presque tout vécu et tout ça, toutes ces expériences, c'est un peu moi aujourd'hui. Et toi, Rita, pardon, toi, tu avais un rêve pour toi, journaliste, c'était un rêve. Tu rêvais aussi d'avoir ton propre journal. Est-ce que 2 décennies plus tard, ce rêve, il est encore là? Oui, on m'appelle le général à Lorient le jour parce que j'ai un caractère assez particulier. Comme un général. Comme un général, qui est souvent mal compris parce qu'il est très organisé, très exigeant. Et très ferme. Et très ferme, mais en même temps très tendre et il le cache. Moi, je veux que ce journal ressemble à l'idée que j'ai du journalisme. C'est un journal qui raconte la vie des gens, qui dit la vérité et qui soutient des causes que les gens n'osent plus soutenir. Moi, je veux pas qu'on s'éloigne de ça. Donc tu ça, veux tourner un journal de combat, quoi. Comme un ça journal a été, de combat, comme moi, je suis une fille de combat. Voilà. Ah bah, je suis d'accord avec toi. Merci. Caroline, toi, il te ressemble ce journal aujourd'hui? J'ai grandi avec Lorient le jour, je me souviens, les week-ends, j'allais avec mes petits sous, aller acheter Lorient des copains, donc c'était la version jeunesse du journal. Et c'était un vrai plaisir pour moi, donc c'est vraiment comme ça que voilà, je me suis familiarisée avec la presse. Il n'y avait pas beaucoup de journaux pour la jeunesse à l'époque. En tant que journaliste, c'est le fait qui prime, et c'est ce que Georges Nahash, le fondateur de Lorient, portait au plus haut point, quoi. Je pense que pour les auditeurs qui nous écoutent, on peut rappeler donc que Lorient a une très longue histoire. Ça a été créé en 1924. Au cours du siècle, ça a énormément évolué. Il y a eu des générations entières de journalistes qui se sont succédés. Il y a toujours eu une cohabitation de journalistes libanais et de journalistes français qui venaient contribuer plus ou moins grandement aux pages de Lorient le jour. Mais c'est vrai que depuis une dizaine d'années, il y a un renouvellement de journalistes qui se fait quand même. La sociologie de Lorient le jour a énormément changé ces dernières années. Aujourd'hui, il y a une très grande diversité de journalistes, des gens qui sont nés, qui ont grandi au Liban, qui ont fait plusieurs guerres, des gens qui sont nés au Liban, qui sont nés à l'étranger, des Français, des Franco-Syriens, des Syriens. Donc, ce serait difficile de le dire avec des chiffres. Est-ce que cette diversité, c'est la première fois qu'on l'a dans l'histoire de Lorient? Mais en tout cas, le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a eu un grand chamboulement à l'intérieur des locaux de Lorient le jour, et c'est un nouveau journal auquel on a affaire aujourd'hui. Tu as quel âge aujourd'hui, Salar? 27 ans. Tu as 27 ans. C'est quoi pour toi être journaliste aujourd'hui au Liban? Ça ressemble à quoi ton quotidien? Ça ressemble à quoi tes angoisses, tes inquiétudes, ton métier? Comment tu le décrirais? Enfin, il n'y a pas une seule définition. Enfin, je pense que chacun d'entre nous a sa propre façon de faire, sa propre orientation. Il y a des gens qui font plus de terrain, d'autres qui font plus de décryptage, d'autres qui font du social. Donc je crois que ça varie d'une personne à l'autre, mais je crois que ce qu'on a tous en commun, c'est un peu cette douleur par rapport à la situation. Je crois qu'on est tous un peu lassés, on est tous un peu désespérés. Et on a tous la même mission, c'est aussi d'informer. Et c'est une mission qui devient de plus en plus difficile parce qu'on a accès à une information de plus en plus... l'accès à l'information devient de plus en plus difficile. Et parfois, elle est tellement déprimante, cette information, qu'on n'a même plus envie de la relayer. Enfin, quand on écrit un décryptage, une analyse, on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de dire ça au lecteur? Que j'ai vraiment envie de lui dire qu'on est foutu, quoi. Et je crois que même ceux qui font du terrain, même ceux qui font du social, sont confrontés au même dilemme, aux mêmes problématiques, parce qu'il y a de moins en moins de belles choses à raconter. Et de plus en plus de problèmes, un espoir un peu qui disparaît. C'était quoi cet espoir, Salar? Enfin, on est un peu la génération 17 octobre, quoi. On avait à un moment l'impression que ça va être différent.
La révolution du 17 octobre 2019, où il y a eu un soulèvement populaire pour les éditeurs qui nous écoutent à l'étranger. 100%. On avait l'impression que le confessionnalisme c'était fini, qu'on allait reconstruire un État. Toi, tu as cru? Ouais, sans doute. Aujourd'hui, je me dis que j'ai été peut-être naïf, que j'étais peut-être bête de le croire. Mais on a été une génération qui pensait vraiment qu'il y aurait un changement. Et cette même génération, aujourd'hui, la guerre de 2024, puis celle de 2026, en plus de la crise économique, je pense qu'elle n'existe plus parce que je pense que beaucoup d'entre nous sont tombés dans une sorte de réflexe confessionnel qu'on était en train de rejeter il y a quelques années. Je pense que beaucoup d'entre nous étaient prêts à dire qu'il y a beaucoup de problématiques qu'on peut mettre de côté le temps de construire un État, le temps de s'unir. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas vraiment faisable, que malheureusement, il y a des pans de la société qui ont des visions incompatibles. Et qu'il faut trouver un moyen un peu de gérer cette incompatibilité, qui n'est pas facile. Rita et Scarlett, je me souviens, Rita, quand je suis arrivée à Lorient le jour et j'écrivais des papiers politiques, tu me reprochais d'avoir un regard très naïf par rapport au soulèvement ou au mouvement de la contestation. J'aimerais savoir, Scarlett et Rita, si vous vous retrouvez dans ce que dit Salah. Moi, je me retrouve en tout cas totalement dans cette génération 17 octobre, 4 août déçus, les montagnes russes, et puis après les montagnes russes, c'était la chute totale, et là, on n'y croit plus du tout. Est-ce que vous vous retrouvez dans ça, ou est-ce que vous n'y avez jamais cru au 17 octobre? J'y ai un peu cru, mais pas trop, parce que malheureusement, comme je suis la plus vieille ici et que j'ai déjà vécu beaucoup de temps au Liban et j'ai eu beaucoup de déceptions au Liban, tu étais dans la rue le 17 octobre? Oui, je trouvais que c'était un peu trop beau, quoi. Il y avait quelque chose qui ne semblait pas vraiment concret, quoi. Et donc, toi, Rita? Moi, j'y ai jamais cru. Ok. Il n'y a pas de révolte sans violence, sans sang. C'est pas une kermesse. Pour moi, le 17 octobre, c'était une grande kermesse où... C'est violent, ça. Où tout le monde venait s'amuser. Moi, j'y ai jamais cru. Pardon de décevoir beaucoup de gens, mais je Moi, pense tu ne me déçois pas, je m'attendais à cette réponse. Je pense que les années ont prouvé que j'avais raison. C'était pas vraiment une révolte, dans le vrai sens du terme. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Rita, toi, qu'est-ce qui fait que tu continues à écrire et plus généralement à exercer ton métier aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? L'amour du Liban. Moi, par exemple, je ne suis pas très pessimiste aujourd'hui, contrairement à vous tous. Moi, j'ai l'impression de vivre mon 7e ou 8e mois de grossesse. Je vois la fin arriver. Et moi, je ne veux rien lâcher, donc je vous conseille de ne rien lâcher aujourd'hui. On va accoucher le Liban dont on a rêvé. Il ressemblera à quoi? À un Liban libre et souverain et le Liban de Fayrouz, quoi. Il va venir, moi j'y crois vraiment. Et je ne vais rien lâcher. Mais il existe ce pays ou c'est un mythe? Pour moi, il existe. Caroline, toi, pourquoi tu continues de se faire ce métier? Pourquoi tu continues de prendre tous ces risques? Qu'est-ce qui fait que le journalisme est aujourd'hui l'une des grandes passions de ta vie? De manière déjà très personnelle, déjà ça a assouvi mon amour pour l'expression littéraire. Déjà, c'est comme ça que moi je suis rentrée dans le journalisme, c'était pour assouvir ce besoin-là à travers le journalisme. Et ensuite, la curiosité prenant le pas, j'ai pu combiner les deux. Et ça, cette curiosité, elle m'a jamais lâchée. Malgré tout, malgré les défis, malgré la déprime, malgré le fait que moi, j'y crois plus, contrairement à Rita. Par contre, c'est l'amour de ce métier est toujours là. Toujours là. Il peut disparaître vraiment dans les moments de crise où là, on a envie de tout plaquer, se barrer. Mais pardon, je te coupe, mais on sent dans les propos de Rita que
quelque part, son métier est extrêmement lié à sa relation avec le Liban. C'est-à-dire que si elle était demain hors du Liban, elle pratiquerait peut-être un autre métier. Est-ce que toi aussi, tu ressens la même chose ? Je ne l'ai pas testé ailleurs, donc je pourrais pas répondre, et je sais que je m'ennuierais peut-être très probablement. On va reprendre le fil de la conversation dans quelques instants, mais avant, en préparant cet épisode, on a ouvert la parole à nos lecteurs qui nous ont envoyé des questions. On va revenir à des choses plus pratiques, pragmatiques. On a une internaute qui nous demande comment est-ce que vous êtes informés des frappes. Les habitants des quartiers bombardés sont-ils informés avant les frappes pour avoir le temps de partir? Et une troisième question de cette même internaute, comment décidez-vous des déplacements des journalistes une fois sur place? Donc peut-être d'abord sur comment est-ce qu'on est informé des frappes. Rita, toi qui ne dors pas la nuit et la veilleuse de l'Orient, comment tu es informée des frappes? Si c'est des frappes au Liban Sud, c'est à travers notre correspondant, Montassar Abdallah. Si c'est des frappes dans la Bekaa, c'est à travers notre correspondante, Sarah Abdallah. Si c'est des frappes dans la banlieue sud, on a des avertissements au préalable. Donc les frappes, d'habitude, suivaient 30 à 40 minutes plus tard. Donc voilà. Je pense que c'est important de rappeler que sur cette question de prévenir ou pas prévenir, il y a une part minime proportionnellement aux frappes qui ont lieu au Liban aujourd'hui qui sont précédées d'un avertissement de la part de l'armée israélienne. Les frappes dans la banlieue sud étaient précédées à 90% du temps, sauf si c'était des frappes ciblées, d'avertissements préalables, contrairement aux frappes dans le sud et dans la Bekaa. Il n'y avait pas d'avertissement pour ces régions-là. Peut-être sur la deuxième partie de la question, Caroline, comment décidez-vous des déplacements des journalistes et une fois sur place, comment ça se passe ? Alors c'est au cas par cas. Déjà on s'est donné pour règle de ne pas se ruer immédiatement, de vraiment prendre le temps, un petit temps de recul, et puis Madame la Générale sera d'accord avec moi, on en discute avec Rita qui nous donne un peu son feu vert pour aller sur une zone. La règle c'est de pas d'être les premiers, on n'est pas une télévision, on part dans de bonnes conditions sécuritaires, en sachant que parfois il y a des doubles frappes ou des zones très proches qui vont être ciblées. Et ensuite, on évalue. On a fait, depuis 3 ans, on a monté tout un système de sécurité pour les journalistes. Non, je pense que c'est important de rappeler qu'on n'est pas des journalistes de guerre à la base. C'est la guerre qui est venue chez nous et que ça a été un long processus. Il y a une deuxième question d'un lecteur qui s'appelle Emmanuel. Y a-t-il une émotion qui domine actuellement la rédaction et laquelle? Comment ça va avec la douleur? Comment ça va avec la douleur? Je pense que l'émotion qui domine aujourd'hui dans le journal, c'est la frustration. Tout le monde est frustré. Des journalistes sont déprimés, des journalistes sont fatigués, des journalistes n'ont pas pris de vacances depuis 2 ans maintenant, des journalistes qui n'arrivent toujours pas à dormir. Voilà, pour plusieurs raisons. Je pense que la plus grande émotion aujourd'hui, c'est la tension et la frustration. Moi, je dirais que c'est aussi la crainte. On vit dans la crainte, c'est-à-dire on dort chaque nuit, on ne sait pas le lendemain comment on va se réveiller, avec quelle déclaration on va avoir, dans quelle situation on va être. Il y a quand même pas mal d'angoisse et de stress. On reprend la conversation dans quelques instants. On va écouter une chanson qui a été composée dans les années 70, en pleine guerre, par Roger Fakhr, qui s'appelle Fine Anyway, et qui est tombé dans l'oubli pendant des décennies avant d'être repris par le collectif Habibi Funk en 2021. Fine anyway, I don't need you to stay, I don't want you to go away from me. It don't matter at all if I'm blind, I can see through the night anyway. I'm fine anyway, I don't need you to stay, I don't want you to go away from me. It don't matter at all if I'm blind, I can see through the night anyway.
Let me know you today and I'll tell you a secret nobody has told you before. There's a man on the hill, maybe he's waiting still. He got magical hands, he was cut in the sand. Ooh. Fine anyway, I don't need you to stay. I don't want you to go away from me. It don't matter at all if I'm blind. I can see through the night in a way. I know you're fine anyway. You don't need me to say anything of the things that I said once before. Never mind if I'm blind. I can see through the night and it's light in a way. Fine anyway, I don't need you to stay. Fine anyway, I don't need you. I don't need you, 'cause I'm fine anyway. Salah, quel est ton souvenir le plus marquant en tant que journaliste depuis que tu as rejoint l'Orient ? Je crois que l'un des moments les plus, enfin probablement le plus marquant de ma carrière, c'était la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie. C'était inattendu, c'était vraiment se réveiller et découvrir qu'on a un de nos vœux les plus chers qui ont été exaucés. Et... Tu peux nous raconter ça, parce que moi je me souviens très bien, à ce moment-là, tu demandes à partir en Syrie. Tu pars un peu pour des raisons personnelles et en même temps tu veux écrire. Tu rentres pour la première fois depuis 2017. Depuis 2017 en Syrie. Tu rentres pour la première fois dans une Syrie libre, on va dire libre du régime Assad. Qu'est-ce que tu vois ? C'est quoi tes premières impressions ? Quelles sont tes émotions à ce moment ? Je me souviens que cette nuit-là, j'avais dormi très tard parce qu'il y avait la bataille de Homs qui est ma ville, et que j'avais suivi avec beaucoup d'attention. J'ai fini par me coucher à 4h du matin. Et je me suis réveillé à 9h avec un coup de fil d'un ami qui me dit Mabrouk, et je comprenais rien. J'avais sommeil, je comprenais rien. Et puis tout d'un coup, j'avais compris. Mais je suis au service politique par le service inter, donc je devais continuer à bosser plus ou moins normalement. Mais 2-3 jours plus tard, j'arrivais plus à faire comme si de rien n'était, quoi. J'avais vraiment une pulsion, j'avais envie d'y aller, j'avais besoin d'y aller. Donc j'ai plaidé auprès de Rita, qui a généreusement accepté de me laisser partir. et comme l'a dit au tout début, elle est très tendre à l'intérieur, Rita. Donc le général. Ouais. Et donc quand je suis allé, j'arrivais pas à ne pas comparer le trajet de 2025 au trajet 2024 plutôt, au trajet de 2017. En 2017, j'étais parti pour faire un passeport, je devais partir pour avoir une exemption de service militaire. Et enfin, tout était différent dans le trajet. Dans le trajet de 2024 au Liban, j'avais mes parents qui me disaient si on te demande de l'autre côté, si on te demande avec qui tu es, ne dis rien. En fait, ne dis absolument rien tout le trajet et laisse-nous parler. Et c'était vraiment très, très intense. Et j'avais des réflexes qui sont restés. Mais cette fois-ci, je me souviens qu'on s'était arrêté une sorte de pause à Stoura, où il y a des vendeurs de des sandwichs, où il y a des vendeurs de manous et il y a des vendeurs de cigarettes. Et j'ai vu le chauffeur qui m'a emmené acheter beaucoup de cigarettes, et je lui ai demandé c'est pour les mukhabarat, c'est pour la Farah, c'est pour soudoyer les forces de sécurité pour qu'on puisse entrer. Il m'a dit non, c'est pour les revendre. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'un truc avait changé. Puis quand on est arrivé à la frontière, il faisait nuit.
Et quand on a passé la frontière, j'ai vu un soldat syrien. À l'époque, le régime venait de tomber, ils n'avaient pas encore restructuré les gardes frontières, donc c'était un soldat random qui attendait, qui avait une barbe, mais qui souriait. Et je m'étais dit, c'est la première fois que j'ai vu un soldat syrien sourire. Et ça m'avait rendu fou. Je me rendais compte que, en fait, ça a vraiment changé. C'est pas une blague. Tu m'as dit plusieurs fois, Salah, depuis ce jour-là, j'ai l'impression d'avoir un pays. Ouais, parce que moi je suis de mère libanaise et de père syrien. Ce qui fait peut-être explique ce que ça implique. Au Liban, les femmes ne donnent pas leur nationalité à leurs enfants. Donc je suis né seulement avec la nationalité syrienne. J'aime beaucoup les deux pays, je considère que les deux pays sont miens. Mais j'ai toujours été un étranger au Liban et j'ai jamais pensé que je pouvais être quelque chose en Syrie. Parce que la Syrie n'était pas à nous, c'était la propriété privée de Bachar el-Assad et qui pouvait décider ou pas de nous tolérer là-bas. Et je crois que je faisais partie des Syriens qui n'étaient pas nécessairement tolérés de l'autre côté de la frontière. Donc pour moi, la Syrie, c'est un pays qui n'existait pas. C'est un pays qui ne pouvait pas occuper une place dans ma vie, que je pouvais aimer beaucoup, mais je savais que j'en étais exclu. Et quand je suis rentré en Syrie ce jour-là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un pays qui est à moi. Et que j'avais des droits là-bas, que j'avais la possibilité d'y faire beaucoup de choses que je ne peux pas faire au Liban. Et je crois que beaucoup de gens pensent que c'est acquis, mais je crois qu'en fait, avoir un pays, c'est un privilège quelque part. Et je crois que les Palestiniens doivent le ressentir aussi. Et je leur souhaite vraiment un jour d'avoir leur pays aussi. Caroline, la Syrie, c'est un sujet qui te parle aussi. Je ne sais pas si c'est celui dont tu as envie de parler quand, à ton tour, tu dois répondre à la question. Toi, quel est peut-être le souvenir grand moment. Je partage bien sûr ça avec Salah, ayant couvert le conflit en Syrie depuis mon entrée en fait au journal, vu que j'étais au service inter, et c'est vraiment comme ça que j'ai appris le métier, en donnant la parole aux Syriens qui sont déplacés, qui étaient réfugiés au Liban, et puis les Syriens que j'interviewais de l'autre côté. Donc évidemment, c'était un jour exceptionnel. Moi, j'étais dans l'avion, je revenais de France cette nuit-là, donc je suivais vraiment à la minute ce qui se passait. Je suis arrivée à l'aéroport de Beyrouth vers 2h du matin, et j'ai comme ça l'air très très peu dormi, et à l'aube, je me souviens avoir envoyé un message à la rédac, et à Mathieu notamment, à Mathieu Karam, qui est photographe et éditeur, et on a dit Yallah, on va à la frontière. Donc on n'a pas décidé tout de suite d'y entrer. On voulait surtout raconter ce moment à Masnaa, ce post-frontière entre le Liban et la Syrie, qui est un post-frontière emblématique. Je me souviens, moi, quand j'y allais à l'époque, avant la guerre en Syrie, je ne me rendais pas compte à quel point... je ne me rendais pas compte de la violence des checkpoints et la corruption. Mais bien sûr, j'avais entendu énormément d'histoires, et de voir la joie, les gens distribuer des gâteaux dans tout le long, dans la Beka, jusqu'au post-frontière, des gamins, des jeunes qui avaient grandi, qui étaient enfants au Liban pendant des années, et qui là se précipitaient pour aller marcher, juste faire un pas de l'autre côté pour prendre un selfie devant le panneau Welcome to Syria. C'était un moment incroyable. Et de l'autre côté, on voyait aussi toutes les personnes qui partaient la queue basse, avec quelque peu d'affaires. Alors, beaucoup de familles de combattants qui attendaient de longues heures pour savoir si elles pouvaient entrer au Liban. Et elles repartaient, on a su qu'elles repartaient ensuite via des avions vers l'Irak ou même vers l'Iran. Donc c'était deux Syries à ce moment-là, le lendemain, le jour de la chute, qui se côtoyaient sans se regarder. Et les gens, d'un côté à droite, c'était la joie absolue, et de l'autre côté, c'était qu'est-ce qui nous arrive, quoi. Leur monde s'était écroulé. Et c'est aussi un moment où il n'y avait pas de contrôle, comme le disait Salah, donc il n'y avait pas encore d'organisation à la frontière. Et c'est un moment aussi un peu grave où d'anciens caciques du régime ont pu fuir. Donc on a vu quand même pas mal de voitures blindées, des berlines avec les vitres fumées, des gens qui partaient avec de l'argent, qui partaient à faire des tortionnaires vers le Liban. C'est certain, qui fuyaient, et on sait malheureusement qu'il en reste beaucoup au Liban qui sont cachés là. Scarlett, toi, quel est ton souvenir qui t'a le plus marqué, si tu en as un ? J'en ai plein, parce que j'ai une longue carrière et j'ai vécu pas mal d'événements. Mais là, vous êtes en train de me rappeler que j'ai fait une interview de Bachar el-Assad
Je me rappelle, je ne sais plus en quelle année c'était, mais c'était juste avant qu'il n'aille en France, qu'il allait être reçu par Sarkozy en grande pompe. Il avait accepté de nous donner une interview et il avait voulu que l'interview se fasse en français. Donc je devais poser les questions en français et lui, il avait amené son interprète. Et je me souviens que je lui avais posé la question. Non, parce que Imad Mourni venait d'être assassiné en Syrie. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez accepté... Imad Mourni, qui était à l'époque considéré un peu comme le numéro 2 du Hezbollah. Voilà, qu'il avait été assassiné en Syrie. Je lui ai dit, est-ce que vous avez accepté cet assassinat? Vous avez aidé cet assassinat justement pour avoir un visa pour la France? Et l'interprète n'a pas osé traduire cette question. Je dis, je crois que votre interprète ne va pas vous traduire. Je vous la pose en arabe, cette question. Et il a répondu ça. C'était un souvenir très fort pour moi parce que c'était assez osé quand même comme situation. Puisqu'on parle de tes grands moments d'interview, peut-être tu peux nous raconter ton avant-dernière rencontre avec Hassan Nasrallah. Comment ça s'est passé, toute la logistique? Oui, bien sûr, c'était impressionnant parce qu'il y a tout un scénario qui doit se faire avant, qui est très bizarre. Donc juste pour les auditeurs, on rappelle qu'à l'époque, donc avant son assassinat, Hassan Nasrallah vit dans un endroit inconnu de la plupart des gens, dans un bunker très probablement, et les gens n'y ont pas accès. Il y a tout un mythe, des fantasmes autour de ça. Donc l'ancien secrétaire général du Hezbollah qui a une été figure charismatique, qui a été l'homme fort du Liban pendant 2 décennies. Et donc c'était un scénario assez bizarre parce que d'abord il y avait un point de rencontre où je devais aller. Ensuite on me mettait dans une voiture où les vitres étaient complètement noires, je voyais rien de l'extérieur. Et on tournait, je ne sais pas ce qu'on faisait, mais on allait. Et moi, mon impression, c'était qu'on tournait en rond, parce que ça a pris quand même beaucoup de temps. Et puis, on arrive dans un parking souterrain. C'est un parking banal, on ne voit rien. Il n'y a aucun signe distinctif. On arrive, on descend de la voiture, on va directement dans un ascenseur. Et l'ascenseur, il n'y a pas d'étage, ce n'est pas écrit. Donc, tu ne sais pas sur quel étage on presse et tu arrives dans un endroit d'une banalité extraordinaire avec rien qui indique ce que c'est, les fauteuils, rien, tout était d'une banalité affligeante. Et on voit le Saïd qui est là et qui nous accueille et ça suffit à remplir toute la salle. Il y a un passage amusant dans cette anecdote que tu as peut-être... C'est pas une anecdote, c'est une réalité. Oui, bien sûr, mais quand tu me l'avais raconté, je me souviens, tu m'avais dit le premier message, il t'avait envoyé « Il va faire froid ». Et il va faire froid, donc tu as compris qu'il fallait se couvrir. Oui, chacun a ses opinions, mais c'est un homme qui est d'une grande politesse, surtout... je ne sais pas, d'une très grande politesse et qui dit les choses à sa manière très, très délicate. Il me disait qu'il fallait que je me couvre, mais pour ne pas me dire que couvre-toi, il me dit il fait froid, peut-être tu aurais intérêt à te couvrir. J'ai mis du temps à comprendre, mais j'ai finalement compris qu'il fallait que je me couvre. Voilà. Moi, il y a une question que j'ai envie de te poser, Scarlett. Dans ta carrière, est-ce qu'il t'est arrivé d'assister, d'être témoin d'événements que tu as banalisés quand tu les as vus ou tu t'es pas tout de suite rendu compte de la portée que ça avait et a posteriori, après coup, tu t'es retourné et tu t'es dit mais merde, c'était un moment historique. Mais moi, je crois que quand on couvre tous ces moments, au moment même, on ne se rend pas compte qu'on est en train de vivre un moment historique. C'est après que ça vient. Après, on remarque là, on fait ce qu'on a à faire, le quotidien. On se dit, on a des sentiments, on a des émotions, c'est des grands moments qu'on vit. Mais pour soi, mais c'est après qu'on se rend compte que c'est l'histoire qui est en marche et que c'est l'histoire qui a changé. Mais là, il faut du temps pour comprendre. Une fois, tu me racontais que tu as été une des premières journalistes ou la première, je ne sais pas, à avoir été dans la Beka au moment où les pasdaran iraniens venaient pour former les premiers soldats de ce qui allait devenir le Hezbollah. Oui, mais ça, au moment même, je ne me rendais pas compte. C'est une histoire qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Moi, en 82, quelqu'un avait dit, je travaillais à ce moment-là pour un autre média, et quelqu'un avait dit devant moi, non, il paraît qu'il y a des gardiens de la révolution à Baalbek. Ma responsable m'a dit, tu voudrais aller? Je dis oui, bien sûr, je vais. Je ne me rendais pas compte que c'était un moment d'histoire qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai photographié les pasdaran qui étaient à Baalbek et qui faisaient une manifestation. Et voilà, j'étais la première à en parler. Ça m'a valu, bien sûr, la colère du pouvoir en place à l'époque, qui a trouvé qu'on donnait trop d'importance à un événement, finalement des gens qui étaient un peu hors la loi.
mais on ne se rend pas compte que c'était l'histoire qui était en marche, un moment qui allait changer l'histoire du Liban pour les 40 prochaines années, pour les 40 années suivantes, je veux dire. Et voilà. Oui, c'est ça le journaliste, finalement. On ne se rend pas toujours compte de la portée de ce qu'on vit. On va reprendre Si. les questions des lecteurs avec plusieurs questions de Maïtena. Notamment, est-ce que vous faites la fête ? À quoi ça ressemble votre vie au quotidien dans un pays où tout est défini par l'arbitraire ? Est-ce que vous arrivez à trouver du sens ? Est-ce que vous vous amusez ? Est-ce que vous faites la fête ? Est-ce que... Rita. Oui, il faut essayer de toujours faire la fête pour survivre. Moi, je fais toujours la fête quand je peux. Il faut savoir aimer la vie pour pouvoir continuer. Il faut saisir chaque opportunité de faire la fête, même si le cœur n'y est pas, mais il faut toujours aimer la vie. Il faut continuer, il ne faut pas se lasser. J'ai l'impression d'être la seule optimiste autour de cette table. La résistance du peuple libanais qui, malgré tout ce qu'il endure, mais malgré tout ce qu'il vit, il continue à croire dans ce pays, à croire dans l'avenir, à aimer la vie, à faire la fête, à célébrer la vie. Donc oui, c'est ce qui fait que le peuple libanais ne ressemble pas à aucun autre peuple. Il y a une autre question qu'elle pose, Maïtena, qui était le sujet de notre émission de la semaine dernière et qui est, je crois, la question la plus importante aujourd'hui au Liban, c'est est-ce que vous arrivez encore à vous parler les uns les autres ? Est-ce qu'il y a au sein même de la rédaction, et vous l'aurez compris ce soir, il y a des divergences autour de la table, est-ce qu'on arrive encore à se parler en ayant des opinions politiques, en ayant peut-être un rapport à la guerre qui n'est pas le même ? Qui souhaite y répondre ? Caroline, peut-être ? Non, je pense qu'on arrive encore à se parler. C'est sûr que les émotions, on est tous à fleur de peau et qu'on peut s'écharper voilà, un moment et puis après se prendre dans les bras. Mais je pense qu'il faut... Ce qui nous unit, c'est vraiment la façon de faire ce métier. C'est avant tout informer et rester dans les faits. Oui, on ne peut pas s'empêcher chacun d'exposer son opinion. Oui, on arrive toujours à parler, même si on n'est pas d'accord. Et même, on décide aussi de gérer nos désaccords. Ne pas être d'accord en politique ne signifie pas qu'on ne s'aime pas ou qu'on va s'en vouloir ou qu'on va ne plus se parler après. Non, moi, je trouve qu'une des chances de ces moments, c'est qu'on continue justement à parler et à discuter. Et parfois, quand on sent qu'on va arriver nulle part, on arrête et on reporte ça à quelques heures après, quand chacun va se calmer. Mais c'est une des grandes particularités de ce que nous vivons, c'est qu'on continue à parler. Aucun d'entre nous ne détient la vérité absolue. Et je pense qu'au contraire que le débat, même quand il ne sert pas à convaincre l'autre, permet au moins de se rendre compte des limites de son propre argument. Oui, bien sûr. Et c'est une richesse. Je pense que ça permet au moins de fournir une analyse fondée, quoi. Tu es le plus jeune mais le plus sage d'entre nous. Rita, est-ce que des fois tu as peur d'écrire ? Est-ce qu'il y a des sujets où tu te dis là c'est une ligne rouge, je vais aller trop loin dans un pays, même si on écrit en français, dans un pays où il y a déjà des journalistes qui ont été assassinés, où il y a de nombreuses intimidations. Il y a toujours une limite que je me pose. Alors que moi, ce que je ressens ou ce que j'ai envie de dire est beaucoup plus fort. Mais j'ai senti qu'après la dernière guerre, je suis devenue encore plus courageuse, contrairement à ce que je le croyais. Parce qu'avant la guerre, j'étais plus frileuse. Je n'osais pas écrire beaucoup, surtout sur la politique. Je n'osais pas dire les choses telles que je les pensais. Mais depuis la dernière guerre, je sens que je me suis un peu libérée. Caroline, est-ce que tu peux nous parler de la feuille blanche ? Je vais plutôt vous parler de... je reviens à Georges Nahach, donc le fondateur de l'Orient. Lui, il pouvait rester des heures sur sa copie et avec sa cigarette, il pouvait brûler les mots sur la page qu'il écrivait. Il disait « ce mot ne mérite pas d'exister ».
Bon, on n'est plus à l'heure de la copie et du stylo, mais c'est vrai que moi, des fois, je reste des heures sur une intro. Comment on trouve les bons mots et comment on évite de pas toujours utiliser les mêmes, raconter les mêmes dans un pays où on est tous bien placés pour le savoir autour de cette table, l'histoire se répète en permanence. L'écueil, c'est de vouloir en faire trop, et parfois ça m'arrive encore de faire du style parce que j'ai l'impression de raconter la même destruction et vouloir essayer de l'enrober de manière différente. Mais en fait, on se rend compte qu'il faut aller à l'essentiel, il faut rester le plus simple possible, et c'est ça le plus dur. Mais au final, on se rend compte que oui, on parle des destructions, oui, on parle des malheurs du Sud, et quand on retrouve les reportages qu'ont fait certaines personnes au journal des décennies avant nous, il pourrait avoir été écrit maintenant, parce que c'est l'histoire du Liban, ça se répète de toute manière. Donc on n'invente rien, mais à nous d'être le plus proche de la réalité possible. On va revenir aux questions de nos lecteurs qui nous ont partagé quelques-unes de leurs interrogations avant cette émission. On a un internaute qui nous demande « Est-ce que vous arrivez à oublier le conflit ?» et oublier les attaques. Et c'est une question qu'on a beaucoup. On avait, au premier épisode de ce podcast, on recevait Cherif Majdalani et il nous disait que lui, il arrivait un peu à préserver des bulles en dehors du conflit, en dehors de la guerre, et que c'était ces bulles-là aussi qui lui faisaient du bien. Et puis il y avait Anthony, toi tu lui répondais que nous, en tant que journalistes, c'était impossible de préserver ces moments parce que la guerre prenait tout l'espace. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette chose-là parce que moi, pour survivre un peu mentalement, psychiquement, j'étais obligée de m'éloigner physiquement de la guerre. Donc la journée, j'avais la guerre, le travail de journaliste. Et puis le soir, j'allais dormir en dehors de Beyrouth chez ma tante parce que j'avais besoin pour passer toutes ces semaines de m'échapper un petit peu de cette guerre. Je sais, toi, Salah, tu habites dans un quartier qui a été touché directement par les frappes. Est-ce que pour toi, est-ce qu'il y a des moments quand même où tu arrivais à échapper à la guerre ou est-ce que ça prenait absolument tout l'espace ? Je crois que c'est assez difficile en fait de se déconnecter. D'abord en tant que Libanais, d'être dans même n'importe quelle région qui est frappée, c'est aussi ma région. Mais c'est d'autant plus difficile quand c'est un quartier où l'on vit ou dans une ville qui est la sienne. Mais je crois que quelque part on est obligé de se déconnecter parce que même en tant que journaliste, parce que sinon on perd sa capacité à regarder d'en haut et du coup on sait rien. On n'arrive plus à produire une véritable analyse, on n'arrive plus à produire une véritable lecture quand on est trop tiré vers le bas par les événements. Donc il faut trouver un stratagème, on peut regarder une sitcom, passer 2 heures sur TikTok, je sais pas, mais une façon de se déconnecter, je crois que c'est très important, même si c'est difficile, mais c'est nécessaire. Moi, j'avais cette amie qui pour oublier la guerre, regardait donc Netflix, mais allumait aussi l'air conditionné, alors que la guerre était en mars-avril, on n'avait pas besoin d'allumer l'air conditionné, juste pour que ça couvre le bruit des frappes et le bruit des drones, et pour donc presque recréer de manière artificielle ces bulles où on en échappe. Mais toi, Rita, qui ne dormait pas pendant la guerre, du coup, tu n'échappais jamais à la guerre. Non. Moi, j'ai une amie qui m'a offert des boules caisses. Elle pensait que ça allait m'aider à dormir. Moi, du coup, je les mettais, convaincue que j'allais avoir 2-3 heures de sommeil. Mais à chaque fois que j'entendais un bourdonnement, pas un avion, un bourdonnement, j'enlevais les boules caisses pour savoir ce qui se passait. Et dès que je sentais qu'il y avait des drones ou des avions de chasse qui survolaient la région, je les enlevais et j'étais tout de suite dans un mode alerte. Pour toi en tant que personne ou en tant que journaliste, pour voir ce qui se passe ? Je ne sais pas si c'était moi le problème ou mon poste qui supposait que je suive 24 heures sur 24, que j'alerte l'équipe, que je sois la vigile du site. Donc, je ne sais pas si c'est mon caractère, mon tempérament ou mon poste, mais je pense que les deux se sont mélangés, alimentés, ce qui fait que non, moi, je n'ai pas réussi à me déconnecter. Là, récemment, j'ai pris 5 jours de vacances. Après 2 ans, pour les gens qui ne te connaissent pas, ne se rendent pas compte à quel point est-ce que c'est un fait rare et exceptionnel. Oui, tout le monde a célébré ces 5 jours de vacances, mais je n'ai pas vraiment réussi à me déconnecter. On a une très belle question d'un autre lecteur qui s'appelle Léandre,
Qu'avez-vous observé ou entendu dans vos enquêtes auprès de la population qui laisse espérer qu'il est possible d'inventer un lendemain meilleur pour le Liban? De quoi se nourrit l'espoir du journaliste? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question autour de la table? De voir les choses bouger. Je ne sais pas, tout le monde dit que le Liban stagne, que c'est la même histoire qui se répète, que c'est l'éternel retour. Pour moi, ce n'est pas le cas. Donc moi, ça fait des mois que je ne suis pas bien, que je ne dors pas, que je prends des trucs pour dormir, que je vis très mal cette séquence, mais en même temps, il y a un espoir qui naît en moi et qui fait que j'arrive tous les jours à venir au journal, à vouloir faire quelque chose, à vouloir écrire quelque chose, à vouloir exprimer quelque chose. Je ne me suis jamais sentie aussi forte, en même temps aussi faible. On va voir la lumière au bout du tunnel, moi j'en suis convaincue. Et je suis convaincue que ce qu'on voit aujourd'hui, les destructions, la mort, la douleur, l'occupation, on va finir par tourner cette page. J'en suis convaincue. On a une autre question qui a été envoyée par un inconnu. Avez-vous déjà songé à quitter votre pays? Salah. Oui. Je pense qu'on est très nombreux d'ailleurs. Je pense que beaucoup de personnes du Liban veulent quitter. Je crois que depuis le début de cette guerre, le rythme des départs s'est accéléré. C'est une question aussi d'incapacité en fait à imaginer un futur au Liban parce qu'on ne sait pas à quoi va ressembler demain. On ne sait pas à quoi va ressembler le Liban en 2027. On ne sait pas si ce pays sera toujours en un seul morceau dans quelques années. On ne sait pas si on ne se dirige pas vers une guerre civile, vers une occupation prolongée. Donc je crois qu'il n'y a rien de plus naturel en fait que de penser à partir. Mais ce qui n'est pas naturel par contre et qui est pour moi presque magique en fait, c'est toutes ces choses qui nous retiennent. Je me souviens personnellement, je vais raconter un truc. Moi, je disais toujours à ma famille, à mes amis, que s'il y a en 2024 et 2026, que s'il y a une nouvelle guerre au Liban, moi je pars. Je pars et je reviens plus jamais. Alors qu'est-ce qui fait que tu es encore là? Justement, c'est des trucs qui ne sont pas nécessairement logiques, qui ne sont pas nécessairement rationnels, mais c'est un pays qu'on aime, quoi. C'est un pays qu'on aime, c'est une société qu'on aime, c'est aussi un métier qu'on aime. C'est ce sentiment d'avoir une responsabilité envers les lecteurs, c'est aussi cette volonté de rester avec sa famille, avec ses amis. Je crois que c'est pas nécessairement rationnel, mais c'est puissant, je crois. On a une dernière question de Christiane Mirabeau. J'ai envie de te l'adresser à toi, Scarlett. Quel est ce ciment qui vous unit et qui fait de vous des Libanais? Je ne sais pas. Moi, je suis aujourd'hui, après toutes ces années et tous ces conflits, moi, justement, je me pose la question, est-ce qu'il y a un ciment qui unit les Libanais? Est-ce que je découvre, moi, chaque jour que les Libanais ne s'aiment pas? Que les Libanais qu'on se considère comme des adversaires et que chacun essaye de solliciter une puissance étrangère pour l'aider contre son frère à l'intérieur. Donc, franchement, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'appelle un ciment libanais. Est-ce que quelqu'un en voit un? Moi, je pense que le ciment qui nous unit, c'est l'amour du Liban quand même. Parce que chacun de nous aime le Liban, est attaché à ce pays. Même si on n'est pas d'accord sur des questions politiques, des questions, comme a dit Scarlett, de puissances étrangères qui interviennent dans le dossier libanais, mais il y a quand même un ciment, c'est l'amour du pays. Sinon, on serait tous partis. Moi, je parle de moi-même. Quand je passe 7 jours en dehors du Liban, pour moi, c'est la durée la plus maximale que je peux supporter en dehors du Liban. Et même quand je rentre, je me sens chez moi. Il y a un sentiment d'attachement à ce pays qui nous unit quand même, malgré toutes les divergences politiques.
Il ne faut pas sous-estimer ça. Lorient la nuit, c'est fini pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.